Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Nous sommes samedi, il est 11 h. Sur Canal 3 Bénin, c'est le moment de faire de la place à la littérature. Et là-dessus, nous avons pour ce numéro un recueil de poèmes. Doit-on le définir comme ça? Vous me voyez hésiter parce que justement, cela engendre plusieurs genres à la fois avec quelques innovations, en tout cas dans sa présentation, tant dans la forme que dans le fond. Césaire Baguidi a commis récemment la guitare de Cœurs embellis. Donc je lui donnerai la parole certainement lui-même pour qu'il puisse définir dans le fond son ouvrage. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour monsieur Aboy. Bienvenue sur mon plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, je ne sais pas, j'ai beaucoup hésité avant de parler de recueil de poèmes. En tout cas, c'est de la poésie. Comment vous définissez vous-même ce que vous aviez produit là? Parce que j'ai à la fois l'impression d'être en présence d'un test de théâtre, d'un échange épistolaire, mais aussi en présence d'un jeu, mettons, scénique, qui fait qu'on s'embrouille à la limite pour se définir clairement quel est le genre auquel appartient justement le test. Le test, a priori, c'est de la poésie. De la poésie. Mais il y a aussi de l'innovation avec cette forme de fantaisie qui fait que j'essaie de mettre en même temps deux personnages en scène. Et donc on a de la poésie, un homme et une femme, et on vit en même temps du théâtre. Et comme le thème également parle de l'amour, il y a l'évocation en même temps de la musique à travers les sonorités qu'on peut recevoir aussi. Ah, c'est justement parce que vous parlez de musique que le titre commence par la guitare. Oui, parce que pour moi, je dis la beauté et la poésie, c'est d'abord de la musique. Et lorsque cette poésie se passe encore entre deux cœurs, ça devient vraiment une très belle musique. Et vous avez trouvé la meilleure illustration, peut-être une guitare en forme de cœur avec les couleurs rouges de l'amour. C'est votre propre inspiration? C'est après échange avec la maison d'édition. Nous avons arrêté cette illustration-là. Et j'ai bien défini là? Oui, tout à fait. Parce que le rouge, ça symbolise la passion, le courage. Et en même temps, il y a du bleu clair autour, le bleu clair qui symbolise la paix. Et donc on dit que lorsqu'il y a l'amour, il y a forcément la paix à côté. Ah oui, l'amour rime avec la paix? Tout à fait. On a souvent entendu rime avec la paix. Oui, mais on a souvent entendu dire que la paix, ça a toujours engendré les grands... Enfin, l'amour a toujours engendré les grands mots. Vous connaissez l'amour passionnel, c'est la jalousie, c'est, mettons, la dépendance, c'est l'affection mise à rude épreuve. Et quand ce n'est pas réciproque, bonjour la catastrophe. Tout à fait. Je ne perds pas de vue cet aspect négatif que l'amour peut engendrer, mais lorsque l'amour il est véritable, comme cela se doit, il y a la paix qui suit comme. Est-ce que ça existe, l'amour véritable? Tout à fait. Vous l'avez jamais vu, vous? Vous avez vu deux personnes s'aimer vraiment au fond du corps? Ou quelqu'un fait semblant pour accepter l'autre qui aime passionnément? Non. Et c'est justement le véritable message que j'ai voulu faire passer à travers ce recueil, pour dire quand même qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. C'est vrai que de plus en plus on est pessimiste par rapport à l'amour. Et dans les répliques, par exemple, il y a Paro qui dit je t'avais à côté de moi, je te cherchais depuis longtemps, mais je t'avais à côté de moi sans le savoir. Et il y a également PPK, on va revenir sur la définition de ces mots-là. PPK également qui dit dans une autre réplique, je t'ai cherché pendant longtemps. Beaucoup m'ont aimé, mais toi, tu m'as aimé différemment. Donc, c'est dit quand même qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour l'amour. Parce que l'amour, pour moi, c'est ce qui manque le plus dans le monde. Mais je dis, il y a un espoir pour cela. Ça manque? Vous pensez que l'amour manque dans le monde? L'amour manque. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'amour sincère. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout est lié aux intérêts. Vous avez évoqué actuellement des problèmes qu'on connaît, des problèmes de société et qui sont liés à l'amour. Mais je dis, lorsque l'amour est sincère, et tout le monde aujourd'hui cherche quand même plus ou moins cet amour sincère sans ne plus y croire. Mais moi, je dis qu'il y a espoir. Est-ce qu'il y a un amour qui n'est pas sincère, enfin, qui est sans intérêt, je veux dire? Oui, il y a des amours qui sont sérieusement, quelqu'un peut aimer sans aimer là? Enfin, aimer sans intérêt? Oui, ça existe. Ça existe, oui. Et vous y croyez? Tout à fait. En tout cas, allez, on va aller dans le fond du document. J'avais commencé déjà à parler de la forme.
Pourquoi avoir choisi cette gymnastique-là? Juste la recherche de l'innovation? Oui, il faut l'avouer, j'ai voulu innover un peu et disons l'inspiration est venue comme ça pour cette création-là, sur cette forme. Et je ne voudrais pas être prétentieux, mais j'ai voulu quand même apporter une autre vision de la chose, sans ne pas vouloir trop mettre de côté les normes qu'il faut pour certains ouvrages, etc. Et donc j'ai voulu innover un peu. Et en même temps, j'ai voulu faire comprendre que le livre ne doit pas être le lecteur isolé. Il faut que le lecteur soit au cœur du livre. Le livre, je plonge en même temps le lecteur dans la vie des différents personnages pour qu'il les vive et qu'en retour, il éveille sa conscience et se dise, ah mais tiens, si c'est arrivé pour ceux-ci, ça peut arriver également pour moi. En tout cas, en termes d'amour. Et là, on a un premier élément qui frappe, c'est que c'est des portions de test. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est de la poésie que c'est des portions de test? Non, pas forcément. Mais vu le genre que j'ai voulu, ou la fantaisie, si vous préférez le mot, que j'ai choisi, il fallait plus de portions de tests. Parce que je ne perds pas de vue que si les tests sont trop longs, ça ennuie. Et je ne pense pas que lorsque deux personnes échangent véritablement en amour, on passe le temps à dire de longues phrases. Non, c'est des échanges vraiment francs. Des échanges vraiment francs et souvent très courts. Et on se comprend même, ne serait-ce qu'à travers les regards, sans même parler. Voilà, sans même parler. Donc c'est tous ces aspects que j'ai voulu illustrer. L'amour se comprend à demi-mot, c'est ça? L'amour se comprend à demi-mot. Ah ben voilà. Et là, ce qui frappe premièrement quand on ouvre le test, c'est d'abord qu'on a des références de date et d'heure qui font qu'on se demande si on n'est pas en présence d'échanges épistolaires. Évidemment, nous sommes dans un livre. Oui, c'est vrai. Cet aspect s'explique également par le fait que c'est des échanges. Et ces échanges, moi, je les transcris maintenant. Et donc, lorsqu'on aime, deux personnes s'aiment, je n'attends pas forcément que mon alter m'écrive avant que je ne réponde. Oui, si c'est moi qui pense à elle en premier lieu, je lui écris. Si c'est elle qui pense à moi, elle m'écrit et moi je réponds. Et donc c'est ça qui a engendré un peu cette fantaisie où on peut lire le livre de la page de gauche vers la page de droite ou de la page de droite vers la page de gauche selon le personnage qui écrit en premier. Ouais, c'est d'ailleurs l'heure qui nous donne la référence. Et par exemple, on a la page 33 oui. Que à la droite, hein, notamment la page 33 à la droite, oui. Les échanges, en tout cas les écrits sont envoyés à 23h20. Oui. Donc, et à la gauche, on a 23h18. Donc, il y a justement que l'une précède l'autre et précisément, mettons que la page de droite précède un peu la page de gauche. La page de gauche, pardon, oui. Précède la page de droite. Oui. Par contre, on a des pages sur lesquelles, quand même, on a le contraire. Oui. Mais là, vous donnez du travail au lecteur. Aucunement. Ce n'est pas du travail au lecteur. Ce n'est pas du tout du travail. Parce que lorsque on regarde un film à l'écran, qu'on le veuille ou non, nos yeux vont d'abord sur le personnage qui parle et après nos yeux, notre regard va également sur l'autre personnage. C'est exactement ce que j'ai voulu manifester. À la télé, les deux parlent, à l'écran, les deux parlent à tour de rôle. Oui, les deux parlent à tour de rôle. Oui, en alternant justement les répliques. Oui. Et c'est ça que j'ai voulu également transcrire d'une certaine manière également à travers le livre. Et comme je l'ai souligné, mon objectif c'était de mettre le lecteur au cœur du livre. Et comme partant du fait que les échanges ne sont pas longs, le lecteur a tout le temps. Il prend son temps, il écoute. C'est un peu comme si on invitait quelqu'un à régler un conflit entre deux personnes. Donc, naturellement, il prend le temps d'écouter les deux parties et selon les interventions, son regard ou sa tête tourne de gauche à droite. C'est exactement un peu ce schéma que j'ai voulu faire revivre, cette situation de vie. Moi, j'ai l'impression que c'est des messages WhatsApp que vous avez copiés. Tout à fait, des SMS. C'est écrit sous forme de SMS, des SMS envoyés entre deux personnes. Et ma première question revient, quand on voit tout ce cocktail, comment vous définissez votre produit à la fin?
C'est pour cela que j'ai dit, je ne voudrais pas être prétentieux pour dire que je suis en train de créer un nouveau genre. Je laisse le soin aux spécialistes de le définir. Mais à moi j'ai voulu faire de la poésie, mais d'une autre manière. En même temps, qu'on y retrouve du théâtre, qu'on y retrouve de la musique, que chacun se retrouve dedans. Dans cette universalité. Mais quand on voit un peu les répliques entre les deux personnages, on se dit, est-ce qu'un amour aussi fougueux peut exister, aussi sincère, profond, partagé peut exister? Monsieur Tanguy, j'aimerais nous ramener à notre adolescence. Nous avons tous le souvenir de ces belles acrostiches que nous écrivions et on savait que l'amour était rose. Mais certainement des circonstances de la vie nous ont fait découvrir revenir à la réalité, mais il y a au-delà de ça, on fait des rencontres et on se dit, mais tiens, toi tu étais où pendant tout ce temps? Toi tu étais où pendant tout ce temps? Je ne t'ai pas rencontré. Et donc c'est cet espoir-là que j'ai voulu vraiment partager avec mes prochains, avec l'humanité. Pour dire, même si on a été déçu dans une, dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq relations, il y a toujours cet espoir de retrouver la perle rare, la personne vraiment rare à un moment donné. Là où c'est compliqué en amour, c'est que l'éternel recommencement commence à injecter l'ennui, des doses d'ennui et surtout de méfiance qui font que l'espoir peut s'étioler à tout moment. C'est vrai, mais tout dépend de la réaction qu'on oppose à une situation qu'on vit. Lorsque vous vous laissez trop affecter par une situation, il y a de quoi que l'espoir disparaisse. Mais si vous vous dites, bon, cette situation, ce n'est qu'une expérience pour moi, je rebondis là-dessus et j'évolue, il y a cet espoir-là qui vous amène forcément à tomber sur... C'est trop facile de dire il faut se détacher des situations. C'est une occasion de rebondissement pour aller vers des horizons meilleurs. Mais quand c'est la personne sur qui vous tombez, vous pensez que c'était la bonne, que vous y avez fondé tous vos espoirs, que vous aviez passé de bons moments, commencé à construire, etc. et que ça s'effondre du jour au lendemain. Oui, il y a aussi également un défaut de l'humain. Et on va trop dans la précipitation. Ah oui? On se laisse trop gagner par les émotions. Ce qui fait qu'on n'a pas la patience de se demander ou de comprendre d'abord si véritablement c'est ce à quoi je dois m'engager. Mais il y a l'impatience, le fait, puisqu'on se dit le temps est court. Vu aussi la pression de la société. Toi, pourquoi tu n'es pas marié depuis longtemps? Il y a toutes ces pressions qui font que dès qu'on tombe sur quelqu'un, on se dit bon, c'est la bonne, ou je fais avec, Mais moi, je dis, la patience, le bon regard et tout peuvent amener la bonne personne au bon moment. Les formes de test et surtout les références de date et d'heure donnent un caractère réel à votre test. Et on a l'impression que c'est la vie de quelqu'un que vous aviez transcrit. C'est votre vie? Je ne dirais pas tout à fait que c'est ma vie, mais je vais citer Victor Hugo pour vous répondre, parce qu'il dit de toute œuvre, que l'œuvre soit modeste ou illustre, il y a toujours une part de l'auteur qui est dans ce livre. Donc j'ai répondu à votre question. Quelle est votre partie qui est dans cet ouvrage? Plus ou moins à toutes les pages, vous pouvez me retrouver parce que je le veuille ou non, je prête mes pensées. Je prête mes pensées au personnage. Donc forcément, je me mets à la place du personnage. Je réagis un peu comme le personnage. J'ai vu deux personnages, un homme et une femme. J'avoue que je ne suis pas de la culture. Ça, c'est d'Itamari? Non, c'est de Wama. Wama. Ouais. On a Paro et on a PPK. Comme je ne connais pas Wama, je ne sais pas quel est le personnage féminin, masculin, à pas qu'à travers les répliques, on peut deviner à peu près qui est la femme et qui est l'homme. Vous êtes de culture Mahi. Qu'est-ce que vous allez chercher chez les Wama? C'est toujours bon de se plonger dans la culture de l'autre et on gagne toujours quelque chose. Et hormis cela, Paro, PPK, je me suis dit c'est très chantant pour moi et c'est très poétique. En fait, Paro c'est le jeune homme et PPK c'est la jeune fille. Et à la quatrième de couverture, j'ai essayé de donner d'indications en mettant Roméo et Juliette. Donc c'est une histoire, la Roméo et la Juliette. Presque réelle. Voilà. Oui, mais ces deux prénoms ont-ils des significations?
Non, ça signifie seulement jeune homme et jeune fille. Jeune homme et jeune fille. Et vous êtes allé puiser chez les Wama. Oui. Pourquoi pas chez les Pariba? Pourquoi pas chez les Dendi? Peut-être parce que vous êtes en service dans la Takora? Pas forcément parce que je suis en service. C'est vrai que le choix avait été difficile, mais j'ai choisi le Wama. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce qu'il y a une admiration particulière pour la culture Wama chez vous? Oui, mais pour toutes les autres cultures également. Ah oui? Pour toutes les autres cultures. Pourquoi il faut s'ouvrir aux autres? On a dit, et c'est un grand auteur béninois qui l'a dit, s'ouvrir aux autres est un danger. S'ouvrir aux autres. C'est même un gros risque. Oui, le gros risque de penser qu'en s'ouvrant, on absorbe tout et on perd le peu qu'on a. Mais lorsque la positivité domine, on se dit quand même que l'autre est une richesse. Et c'est aussi un aspect que j'ai voulu souligner, l'altérité. L'altérité. Il ne faut pas toujours rester cloisonné. On a dit vérité et comment dire, vérité au-delà des Pyrénées, voilà, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Non, il ne faut pas penser que c'est nous qui détenons la science, c'est nous qui détenons la connaissance. Non, il y a toujours quelque chose que l'autre peut nous apporter. Et même ce qui est négatif là-bas peut être une leçon. Et on va se dire, ah, plus jamais ça ici. Il faut éviter ça ici. Donc c'est toujours une richesse d'aller puiser chez nous. Oui, mais quand on voit un peu ce que devient l'Afrique et ses cultures au contact de l'Occident, ce n'est pas la rationalité et le choix libre que nous avons là, hein, tel que vous le décrivez. On a trop absorbé. On a trop absorbé. C'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger. On a trop absorbé. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont maîtres de la manipulation également et qui essaient de dénaturer ce qui est beau chez les autres pour faire croire que c'est pour eux qui est le plus important, c'est pour eux qui est l'idéal. Mais il faut avoir vraiment cet esprit critique pour mettre des barrières et tamiser, bien filtrer ce qui doit entrer, ce qui ne doit pas entrer. Qui fait ça? C'est les hommes, c'est les politiques, puisque là nous sommes à l'échelle internationale et Léopold Sédar Senghor a demandé à ce qu'au marché de l'international que nous puissions quand même apporter quelque chose. Ce qui est certain, M. Tanguy, même si là où vous êtes par exemple, vous avez des voisins, vos enfants rendent visite à vos voisins, à votre insu, comme si vous aviez également donné votre accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre cloisonné. Même si vous vous retranchez chez vous, quelqu'un viendra perturber, toquer à la porte, perturber votre père que vous. Donc il faut réagir et se dire, ben, je fais avec l'autre, mais en sachant où sont les limites de chacun. Et dès que c'est défini dès le départ, je pense que ça marche. En retournant au test, j'ai remarqué que les deux s'échangent rien que de mots doux. Tu es belle, je suis beau, tu me plais, je te plais. Et ça s'arrête là tout au long du test. Ça n'a pas été très ennuyeux pour vous? Non, aucunement. Pourquoi? Et comment? Aucunement. Comment on peut être inspiré du matin au soir et écrire « je t'aime » moi non plus? Non, aucunement. Parce que moi, je me dis toujours une chose. Et je nous reprends toujours dans notre adolescence, comme je vous le disais, et bien, les premiers amours, comme on le dit, mais on rêve beaucoup et on se dit beaucoup de choses. On rêve beaucoup, on se dit beaucoup de choses. On a l'impression même que le temps s'arrête, un peu comme dans le livre aussi, où à un moment donné, le temps s'arrête également. Donc le temps s'arrête. Et c'est ces souvenirs-là d'adolescence que plus ou moins chacun a déjà vécu, que j'ai voulu replonger encore dans la conscience collective et qu'on se dise, si on a vécu ça une fois, on peut le revivre encore plusieurs fois et on peut le revivre définitivement et pour toujours également. Échange de messages suppose donc distance. C'est fait exprès. Oui, l'amour c'est mieux à distance apparemment. Non, pas à distance, mais dans ce cas précis, ces personnages n'étaient pas ensemble. Ils étaient à distance. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Et quand ils sont à distance, c'est tellement beau. Oui. Oui, et on a l'impression qu'il vaut mieux être séparés, éloignés l'un de l'autre, si on veut vraiment vivre le vrai amour. Aucunement. Ah oui? Aucunement, parce que lorsque les relations sont formalisées, et par exemple, le Seigneur Jésus dit, ne détachez pas ce que moi j'ai attaché au même jour.
Donc on demande à l'homme, tu dois quitter ton père et ta mère pour vivre. Et lorsque les deux sont véritablement attachés, ça c'est pas du tout ennuyeux. C'est pas du tout ennuyeux. Ah ouais? La preuve, je sens le bonheur sur votre visage et donc je devine un peu déjà la bonne ambiance chez vous. Oui, parce que l'amour a cet aspect bizarre que plus l'autre est loin de vous et plus il ou elle vous manque. Et plus vous êtes ensemble, vous dormez ensemble, vous ménagez ensemble et que les années passent et vous commencez à vous ennuyer. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Et Roméo, que j'appelle Paro, Pépé, que j'appelle Juliette, n'ont pas eu la même éducation. N'ont pas eu la même éducation. Donc, lorsque les deux décident de se mettre ensemble, il faut fusionner. Chacun a, comment dirais-je, sa parcelle de liberté ou sa parcelle de comportement, mais il faut pouvoir trouver un terrain d'entente où tout le monde, une passerelle sur laquelle les deux marchent. Et donc, j'invite à beaucoup plus de communication dans les couples. Beaucoup plus de communication. Parce que les couples qui se désagrègent, on n'imagine pas toutes les conséquences autour. Il y a l'avenir des enfants qui est remise en jeu, il y a tout un tas de trucs. Il y en a qui vont même à la dépression, etc. Et il y a les cas tragiques où l'un des conjoints finit par se suicider ou tuer l'autre. Donc il y a plein de choses. Mais il faut être réaliste et se dire d'abord quelle est la première question, je pense, pourquoi on se met ensemble? Pourquoi on se met ensemble? On se met ensemble pour construire quelque chose. On se met ensemble pour former une équipe. Et quand on est une équipe, ça veut dire que l'un comble les faiblesses de l'autre et l'autre vient renforcer encore les forces de l'autre, ce qui solidifie. Et tous les combats deviennent notre combat et non mon combat, ton combat. Vous allez dire, c'est très idéal, je suis très idéaliste. Oui. C'est bien possible. Ah ouais. Et vous qui êtes ouvert aux cultures, vous avez préféré choisir deux personnages de même culture? Oui, deux personnages de même culture. Pourquoi? Là c'est plus facile l'amour, hein, parce que c'est les mêmes éducations, c'est la même perception des choses, c'est la même perception de l'amour, et puis l'expression culturelle et aussi la perception de l'autre. C'est la même chose, c'est plus facile de vivre cet amour que de mettre deux personnes d'identité, d'origine, de culture différentes ensemble. Oui, mais là, je ne dirais pas forcément de même culture. C'est les prénoms qui sont de la même culture. De la même culture. Oui, parce que moi, par exemple, je peux être Césaire et je peux prendre Césaire Fond ou Mahi et je peux aller marier Juliette qui est Yoruba d'une autre culture. C'est juste une coïncidence. C'est pas que forcément les deux personnages sont de la même culture. Est-ce qu'on peut donner un prénom d'une culture à un enfant qui n'est pas de cette culture-là? C'est vrai que nous, Africains, on a importé les prénoms français à Gongo. Ça existe beaucoup. Ouais. Par exemple, vous savez, dans les brassages qu'il y a lieu entre les ethnies, au fait de se rencontrer au marché, par exemple, ou bien il y a un commerçant qui marque tellement l'autre, ils deviennent des amis, mais ils ne sont pas de la même culture. Et pour maintenir ce souvenir de cet ami-là, il donne le prénom de son ami à son enfant, en souvenir. Et un peu comme pour dire, écoutez, on reste toujours ouvert sur les autres cultures. Hein. Moi, je reviens sur cet aspect. C'est presque pour moi une galère que de lire les messages des deux personnages qui ne tournent autour que de je t'aime, moi non plus, etc. L'amour ne s'arrête qu'à ça. Lorsqu'on plonge un peu dans le livre, c'est vrai, il se déclare la flamme, mais ils passent le temps également à ressasser leurs souvenirs et à revisiter un peu une histoire. Donc il y a également une histoire qui se construit entre les deux, plus ou moins. Et il faut avoir plus de patience peut-être du lecteur aussi pour pouvoir le... Et vous avez remarqué aussi qu'il y a beaucoup de blanc à l'intérieur. Oui, c'est fait exprès, voilà, pour laisser aussi au lecteur qui peut transcrire, il peut écrire dans son livre, il peut également se mettre à la place de l'un ou de l'autre personnage. Et le livre peut devenir en même temps un livre de chevet que deux personnes, mari et femme, peuvent lire les soirs pour échanger entre eux. Pourquoi pas? L'exercice
au sein du couple qui pourrait renforcer liens. Les sentiments. Allez, on va sortir du livre. Vous êtes écrivain. C'est votre énième ouvrage. Votre vie d'écrivain, ça va? Ça va. Je rends grâce. Les écrivains du Bénin se plaignent, de l'Afrique d'ailleurs se plaignent. Ce n'est pas un métier dont on peut vivre. Non. Je sais qu'à part nos références, vous permettez que je cite. Oui, absolument. Florent Kwaozouti, que je respecte beaucoup et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et quelques-uns d'autres encore. C'est difficile de dire qu'on vit forcément uniquement du livre. Parce qu'il faut reconnaître que les Africains ne lisent pas beaucoup, mais ça commence par prendre. Et même si les gens ne lisent pas, l'engouement à l'écriture devient encore prépondérant au niveau de la jeunesse et on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent par lire. Et il y a aussi le fait que les nouvelles technologies sont devenues très concurrentielles par rapport à la version papier des choses, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Après tout, c'est une passion et on a quelque chose à partager avec le monde et on le fait et avec plaisir. Vous avez publié celui-ci au Bénin? Au Bénin, aux éditions CGECO, à Nati Tengu en plus. Ouais. Ah ben bravo pour le travail qui se fait là-bas. Comment vous trouvez la littérature du Bénin actuellement, ces dernières années? Les jeunes produisent beaucoup, hein, vous la lisez? J'avoue que pas beaucoup, mais je vois l'actualité. Il y a un foisonnement. Il y a un foisonnement et moi ça me plaît bien. Et à Nati Tengu, ça bouge? Oui, à Nati Tengu, ça bouge. Beaucoup de jeunes écrivent actuellement. La preuve est que nous avons une médaille d'édition à Nati Tengu. J'espère qu'elle ne s'ennuie pas, hein, que vous lui donnez beaucoup de matière à travailler. Allez, Césaire Gbaguidi, un mot pour finir. Déjà dit merci beaucoup à Canal à travers votre émission. Merci. Et je recommande vivement ce livre à nos lecteurs. Et comme je l'ai rappelé, c'est un livre qui parle du thème de l'amour. Et l'originalité de ce livre, c'est que c'est écrit sous forme de SMS. Et ça donne le choix de le lire, soit de la part de gauche, vers la part de droite, ou de la part de droite vers la part de gauche. Et je n'aimerais pas être prétentieux, mais je crois que ça doit être le premier livre littéraire au monde écrit quand même dans ce style-là. Et c'est en même temps une scène de théâtre que le personnage vit également. Et il y a toute cette musique qui est autour de cette scène au fur et à mesure. Et je le recommande vivement aux uns et aux autres. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre... Merci beaucoup à vous, Césaire Gbaguidi. Je rappelle que vous aviez publié La guitare des cœurs embellis. C'est une longue chanson, faut-il dire, entre deux amoureux qui se déclarent la flamme. De la poésie donc, que vous auriez bien aimé lire. En tout cas, je vous le conseille vivement. Achetez l'ouvrage et jetez sur un coup d'œil. Allez, merci d'être passé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir de l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à partir de la même heure. Je vous la rappelle, c'est à 11 h. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin.